Le soleil se levait à peine sur Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, lorsque le président Ibrahim Traoré prit une décision spontanée. Ce matin-là, contrairement à son agenda officiel qui prévoyait des réunions avec des ministres, il ressentit le besoin impérieux d'entrer en contact direct avec la population. Sans en informer son équipe de sécurité habituelle, il annonça son intention de visiter l'hôpital national Yalgado Ouedraogo, l'un des plus grands établissements de santé du pays. Un président doit voir de ses propres yeux la réalité de son peuple, déclara-t-il à son chef de cabinet, qui tentait de le dissuader. Comment puis-je prendre des décisions justes depuis mon bureau, sans connaître les conditions réelles dans lesquelles vivent les Burkinabés? Ibrahim Traoré arriva à l'hôpital dans une voiture simple, accompagné seulement de 2 gardes du corps discret. Il portait une chemise traditionnelle burkinabé, sans l'apparat habituel des visites officielles. À son arrivée, le directeur de l'établissement, prévenu à la dernière minute, l'accueillit avec une nervosité évidente. « Monsieur le Président, nous sommes honorés. Si nous avions su plus tôt, nous aurions préparé. C'est justement pour éviter toute mise en scène que je suis venu ainsi. » L'interrompit doucement Traoré. « Montrez-moi l'hôpital tel qu'il est au quotidien. » Les couloirs étaient bondés. Des patients attendaient, assis sur des bancs de fortune ou à même le sol. Certains reconnurent immédiatement le président, leur visage s'illuminant de surprise. D'autres, absorbés par leur douleur ou leur inquiétude, ne prêtèrent guère attention à cet homme qui passait. Ibrahim s'arrêta plusieurs fois, s'accroupissant pour parler à une mère tenant son enfant fiévreux, serrant la main d'un vieil homme dont les yeux s'embuèrent de larmes à la reconnaissance de son président. « Nous sommes avec vous », répétait-il à chaque personne. « Nous travaillons pour améliorer tout cela. » Mais son regard ne pouvait ignorer la réalité crue qui l'entourait. Matériel médical vétuste, médicaments insuffisants, personnel débordé. La peinture s'écaillait des murs, des gouttes d'eau tombaient du plafond à certains endroits, formant de petites flaques sur le sol. Le docteur Ouattara, chef du service de pédiatrie, finit par se joindre à la visite. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage marqué par la fatigue, mais dont les yeux brillaient encore d'une détermination inébranlable. « Monsieur le Président, accepteriez-vous de visiter notre unité de soins intensifs? C'est là que nous accueillons les cas les plus graves, et aussi là que nos besoins sont les plus urgents. » Traoré acquiesça, suivant le médecin à travers un dédale de couloirs. Ils tournèrent à un angle et soudain, le président sentit son pied glisser sur une surface mouillée. Il vacilla légèrement, retrouvant son équilibre de justesse. « Attention, le sol vient d'être nettoyé », prévint une voix féminine. Ibrahim se tourna et aperçut une femme d'un certain âge, vêtue d'une blouse bleue défraîchie, tenant un seau et une serpillière. Elle gardait la tête baissée, visiblement gênée d'avoir presque causé la chute du président. « Veuillez m'excuser, monsieur », dit-elle doucement sans lever les yeux. « Ce n'est rien, madame, c'est moi qui ne regardais pas où je marchais », répondit-il avec bienveillance. Il allait poursuivre son chemin quand quelque chose, dans la posture de cette femme, dans le timbre de sa voix peut-être, éveilla en lui une sensation étrange. Un frisson imperceptible parcourut son échine. Il s'arrêta, observant plus attentivement le visage partiellement dissimulé sous un foulard traditionnel. « Nous devrions continuer, monsieur le président », suggéra le docteur Ouattara, pressé de montrer son service. Mais Ibrahim resta immobile, comme figé dans le temps. Cette femme, ses mains usées par le travail et les années, ce profil qu'elle s'obstinait à détourner, pourquoi lui semblait-il si familier? « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il subitement. La femme de ménage parut surprise de cette attention soudaine. Elle leva légèrement la tête, révélant un visage marqué par les années, mais dont les traits avaient conservé une certaine douceur. « Je m'appelle Aminata, monsieur », répondit-elle d'une voix à peine audible. Ce nom résonna dans l'esprit d'Ibrahim comme un écho lointain. Aminata. Un nom comme tant d'autres au Burkina Faso, et pourtant... « Merci, Aminata », dit-il simplement, incapable d'expliquer le trouble qui l'envahissait. Il reprit sa visite, mais son esprit resta habité par cette brève rencontre. Quelque chose dans ce visage évoquait des souvenirs enfouis, des fragments d'un passé presque oublié, une sensation de déjà-vu qu'il ne parvenait pas à expliquer.
La visite présidentielle se poursuivit à travers les différents services de l'hôpital. Mais l'esprit d'Ibrahim Traoré demeurait partiellement ailleurs. L'image de cette femme de ménage, Aminata, continuait de le hanter, comme une énigme surgie des profondeurs de sa mémoire. Alors que le docteur Ouattara lui présentait les difficultés rencontrées par le service de maternité, Ibrahim aperçut à nouveau la silhouette d'Aminata qui s'éloignait dans un couloir adjacent. Mu par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, il s'excusa auprès du groupe qui l'accompagnait. « Docteur, poursuivez la visite avec mon chef de cabinet, je vous rejoindrai dans quelques minutes. » Sans attendre de réponse, il s'engagea dans le couloir, rattrapant rapidement la femme de ménage qui sursauta en le voyant apparaître devant elle. « Pardonnez-moi de vous déranger dans votre travail, Aminata, » commença-t-il d'une voix douce qui contrastait avec son statut présidentiel. « J'aimerais vous poser quelques questions, si vous le permettez. » La femme semblait mal, à l'aise, ses mains se crispant sur le manche de sa serpillière. « Je n'ai rien fait de mal, monsieur le président, » balbutia-t-elle, la crainte évidente dans sa voix. « Je le sais bien, » la rassura Ibrahim avec un sourire. « Dites-moi, depuis combien de temps travaillez-vous dans cet hôpital ? » « 23 ans, monsieur, » répondit-elle, les yeux toujours baissés. « J'ai commencé à travailler ici après avoir quitté mon village. » « Et de quel village venez-vous ? » ?»« De Kulweogo, dans la province de San Matenga, au nord. » Cette réponse fit l'effet d'un électrochoc à Ibrahim. Kulweogo, le nom de ce village réveilla instantanément un flot de souvenirs. C'était précisément là qu'il avait passé une partie de son enfance après la mort de son père. Des images surgissaient maintenant avec netteté. Des maisons en terre battue, l'odeur du mil qui cuisait, les champs, les femmes au puits. « Connaissiez-vous une femme nommée Fatimata dans ce village ?» demanda-t-il, le cœur battant. À l'évocation de ce nom, Aminata releva la tête. Ses yeux rencontrèrent pour la première fois ceux du président. Son regard exprimait une émotion profonde, un mélange de surprise et de reconnaissance. « Fatimata » murmura-t-elle. « Oui, je la connaissais bien. C'était votre mère biologique. » Ibrahim sentit sa gorge se nouer. « Vous nous connaissiez donc, ma mère et moi ?» Aminata hocha lentement la tête, et des larmes commencèrent à perler au coin de ses yeux. « Je vous ai connu quand vous n'étiez encore qu'un petit garçon, Ibrahim. Vous aviez à peine 5 ans lorsque votre père est décédé. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux dans ce couloir d'hôpital anonyme. Le temps semblait suspendu. Les bruits environnants, appels d'infirmières, annonces au haut-parleur, conversations, paraissaient soudain lointains, comme appartenant à une autre réalité. Aminata reprit finalement d'une voix à peine audible. « Étiez-vous proche de ma famille ?» La femme essuya une larme du revers de sa main, puis répondit simplement « J'étais plus qu'une voisine, Ibrahim. » Mais peut-être n'est-ce pas le lieu pour parler de ces choses. Ibrahim comprit qu'elle avait raison. Ce couloir d'hôpital, où il pouvait être interrompu à tout moment, n'était pas l'endroit approprié pour déterrer des souvenirs aussi personnels. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à laisser cette conversation en suspens. « Où habitez-vous maintenant, Aminata ?»« Dans le quartier de Dapoya, monsieur. Une petite maison que je partage avec ma nièce. Je viendrai vous voir demain, si vous le permettez. Nous pourrons parler plus longuement. » Aminata parut surprise par cette proposition. « Vous viendriez chez moi ? Mais ce n'est qu'une modeste demeure, pas digne d'un président. »« Ce n'est pas le président qui viendra, Aminata, » répondit doucement Ibrahim. « C'est l'enfant de Kulweogo qui souhaite retrouver son passé. » Sur ces mots, il dut rejoindre le groupe officiel qui poursuivait la visite, mais son esprit était définitivement ailleurs. Alors qu'il écoutait d'une oreille distraite les explications sur le manque chronique d'antibiotiques et de matériel chirurgical, une seule question occupait ses pensées. Quel rôle cette femme avait-elle joué dans sa vie? Pourquoi son visage lui semblait-il à la fois si familier et si mystérieusement important? De retour au palais présidentiel, enfin, de journée, Ibrahim annula tous ses rendez-vous de la soirée. Il s'enferma dans son bureau et sortit un vieil album photo. L'un des rares objets personnels qu'il avait conservés au fil de ses nombreux déplacements, de sa carrière militaire et de son accession au pouvoir. Les photographies jaunies montraient une femme au sourire doux,
sa mère Fatimata tenant un petit garçon par la main. Sur d'autres clichés, on apercevait le village, les cases rondes, les arbres immenses sous lesquels les anciens se réunissaient. Mais nulle part Ibrahim ne voyait le visage d'Aminata. Il appela son aide de camp. « J'ai besoin que vous retrouviez toutes les informations disponibles sur une femme nommée Aminata Ouedraogo, originaire de Koulweogo, qui travaille comme femme de ménage à l'hôpital Yalgado. Discrétion absolue sur cette demande. » Cette nuit-là, Ibrahim dormit mal. Des fragments de souvenirs d'enfance revenaient par bribes, comme les pièces éparses d'un puzzle incomplet. Il revoyait une femme qui lui chantait des berceuses, qui soignait ses genoux écorchés, qui lui racontait des contes à la lueur d'une lampe à pétrole. Était-ce sa mère? Était-ce Aminata? Les visages se superposaient, se confondaient dans la brume du passé. Le lendemain matin, Ibrahim Traoré se réveilla avant l'aube. Il avait pris sa décision. Il irait voir Aminata, non pas avec le protocole présidentiel, mais comme un homme ordinaire en quête de son histoire. Son aide de camp lui avait apporté un dossier contenant quelques informations basiques. Aminata Ouedraogo, 63 ans, veuve, employée à l'hôpital depuis 1998, résidant effectivement dans le quartier populaire de Dapoya. Rien d'extraordinaire dans ce parcours, sinon une constance remarquable dans un même emploi modeste. Il se prépara sobrement, optant pour une tenue civile discrète, un pantalon sombre et une chemise simple. Seul son chauffeur et un agent de sécurité l'accompagneraient, sans les sirènes et les escortes habituelles. « Monsieur le Président, » intervint son chef de cabinet lorsqu'il apprit ce projet, « permettez-moi de vous rappeler que vous avez une vidéoconférence avec le président du Ghana à 11 heures. »« Reportez-la, » répondit simplement Ibrahim. « Dites-lui que j'ai une affaire personnelle urgente. La voiture présidentielle, dépouillée de tout signe distinctif, s'engagea dans les rues encombrées de Ouagadougou. Les embouteillages matinaux, les vendeurs ambulants, les écoliers en uniforme. Ibrahim observait cette vie quotidienne, dont son statut l'avait progressivement éloigné. À travers la vitre teintée, il redécouvrait sa ville, sa réalité brute et authentique. Ils arrivèrent finalement dans le quartier de Dapoya, un dédale de ruelles étroites et de maisons modestes. Le chauffeur ralentit à l'approche d'une habitation en parpaing peinte en jaune pâle, avec un petit jardin où séchait du linge. « C'est ici, monsieur », annonça l'agent de sécurité qui avait repéré l'adresse. « Attendez-moi dans la voiture », ordonna Ibrahim. « Je souhaite y aller seul. » Il poussa le portail métallique qui émit un grincement et s'avança dans la cour. Une jeune femme lavait des ustensiles de cuisine près d'un robinet extérieur. Elle se figea en reconnaissant le visiteur. « Bonjour », dit simplement Ibrahim. « Je cherche madame Aminata Ouedraogo. » La jeune femme, trop stupéfaite pour parler, pointa du doigt la porte entr'ouverte de la maison. Ibrahim la remercia d'un signe de tête et se dirigea vers l'entrée. Il frappa doucement contre le battant. « Entrez », répondit une voix familière. L'intérieur était modeste, mais impeccablement tenu, des meubles simples, quelques photographies encadrées, des tissus colorés sur les fauteuils. L'atmosphère respirait la dignité, malgré la simplicité des lieux. Aminata était assise près de la fenêtre, vêtue d'un boubou traditionnel aux motifs ocre et bleu. Elle ne sembla pas surprise de voir Ibrahim. « Je vous attendais, » dit-elle simplement. « J'ai préparé du thé. » Ibrahim s'assit face à elle, dans un silence chargé d'émotion. Par la fenêtre ouverte, on entendait les bruits du quartier qui s'éveillait. Voix d'enfant, moteur de mobilette, chant d'un vendeur ambulant. Aminata commença enfin. « Ibrahim, depuis hier, je ne cesse de penser à notre rencontre. Il y a quelque chose dans votre visage qui me semble familier, comme un souvenir que je n'arrive pas à saisir complètement. » La vieille femme versa, le thé dans 2 petits verres, ses gestes empreints d'une grâce tranquille. « Les enfants oublient souvent, » dit-elle doucement. « C'est normal. Mais parfois, le cœur se souvient de ce que l'esprit a oublié. » Elle se leva lentement, se dirigea vers une petite commode et en sortit une boîte en bois usée par le temps. Elle l'ouvrit et en extraya un objet qu'elle tendit à Ibrahim. Un petit bracelet d'enfant, fait de perles colorées et de cordes. « Vous portiez ceci autour du poignet », murmura-t-elle.
C'était un cadeau de votre mère, Fatimata. Elle l'avait fait bénir par le marabout du village pour vous protéger. Ibrahim prit le bracelet dans ses mains. Comme une relique, sacrée. Des images se bousculèrent soudain dans sa tête. Lui-même, enfant, jouant avec ses perles, les comptant une à une pour s'endormir. « Comment avez-vous ce bracelet » demanda-t-il, la voix enrouée par l'émotion. Aminata prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. Quand votre mère, Fatimata, est tombée gravement malade, j'étais sa voisine et son amie la plus proche. J'avais perdu mon mari l'année précédente et nous nous soutenions mutuellement dans nos épreuves. Lorsqu'elle a senti que la maladie l'emporterait, elle m'a demandé de veiller sur vous. Les larmes commencèrent à couler sur les joues d'Aminata, mais elle poursuivit son récit. Pendant près de 2 ans, je me suis occupé de vous comme de mon propre fils. Je vous préparais vos repas, je lavais vos vêtements, je vous racontais des histoires le soir pour vous endormir. Vous m'appeliez Maman Nina, parce que vous n'arriviez pas à prononcer mon nom complet. Ibrahim sentit son cœur s'arrêter. Maman Nina. Ces 2 mots résonnaient comme une clé ouvrant une porte longtemps fermée dans sa mémoire. Des souvenirs affluaient soudain, une femme au rire chaleureux qui le portait sur ses épaules, qui lui apprenait à reconnaître les oiseaux, qui soignaient ses fièvres avec des décoctions d'herbes amères. « Je me souviens », murmura-t-il bouleversé. « Je me souviens de vous, maman Nina. » Aminata sourit à travers ses larmes. « Quand Fatimata est décédée, votre oncle paternel est venu vous chercher. Il estimait qu'un garçon devait être élevé par sa famille paternelle, selon la tradition. J'ai supplié qu'on vous laisse avec moi, mais je n'étais qu'une femme seule, sans autorité. Ils vous ont emmené à la ville, et je n'ai pas eu le droit de vous revoir. » Ibrahim se leva, incapable de contenir son émotion plus longtemps. Il s'agenouilla devant Aminata et prit ses mains dans les siennes. « Vous étiez ma seconde mère, » dit-il avec ferveur. « Comment ai-je pu vous oublier ? » « Vous étiez si jeune, » répondit-elle doucement, « et les adultes vous ont sans doute dit de m'oublier, de ne plus parler de moi. C'est souvent ainsi que cela se passe. Mais vous, comment avez-vous vécu toutes ces années ?» Aminata haussa légèrement les épaules. « J'ai quitté le village après votre départ. C'était trop douloureux d'y rester. Je suis venu à Ouagadougou, j'ai trouvé ce travail à l'hôpital. J'ai vécu simplement, en gardant votre souvenir dans mon cœur. Et puis, quand vous êtes devenu une figure publique, un militaire, respecté, puis le président, j'ai suivi votre parcours de loin en silence. J'étais si fier de vous, Ibrahim. Vous auriez dû vous manifester, dit-il, la gorge nouée. Et quoi ? Dire « Bonjour, monsieur le président, je suis la femme qui vous a élevé pendant 2 ans quand vous étiez petit. » Qui m'aurait cru ? Qui m'aurait laissé vous approcher ? Ibrahim comprit la sagesse de ces paroles. Le protocole, les barrières de sécurité, la distance que le pouvoir instaurait inévitablement, tout cela aurait effectivement rendu impossible une telle démarche. Mais le destin a voulu que je glisse sur votre sol fraîchement lavé, dit-il avec un sourire à travers ses larmes. Il y a des chemins que nous ne comprenons pas toujours, répondit simplement Aminata. Les heures s'écoulèrent comme des minutes dans la petite maison d'Aminata. Ibrahim avait oublié ses obligations présidentielles, ses réunions, les affaires d'État. Assis dans ce salon modeste, il redevenait simplement un homme, retrouvant un chapitre perdu de son histoire personnelle. Aminata avait sorti quelques photographies jaunies par le temps, des clichés du village, de Fatimata, et même 1 ou 2 où l'on distinguait un petit Ibrahim sur ses genoux. Ces images, précieusement conservées pendant des décennies, constituaient son trésor le plus cher. Chaque année, le jour de votre anniversaire, je préparais votre plat préféré, confia-t-elle. Du riz au gras avec des morceaux de poulet. Je le partageais avec des enfants du quartier, en priant pour votre santé et votre bonheur. Ibrahim était profondément ému par cette fidélité silencieuse. Pendant toutes ces années, vous avez veillé sur moi à distance. Un lien de cœur ne se rompt jamais vraiment, répondit simplement Aminata, même quand les circonstances nous séparent physiquement. La nièce d'Aminata, qui s'était discrètement éclipsée à l'arrivée du président, revint avec un plateau de nourriture. Du thau, une pâte épaisse à base de mil, accompagnée d'une sauce aux feuilles de baobab. Un repas simple, authentique, qui rappela instantanément à Ibrahim les saveurs de son enfance.
Tante Aminata m'a souvent parlé de vous, avoua timidement la jeune femme. Mais je croyais que c'était des histoires inventées pour se consoler. Je n'imaginais pas que le président en personne viendrait un jour dans notre maison. Aminata adressa un regard plein de tendresse à sa nièce. Fatou est comme ma fille. Sa mère, ma sœur cadette, est décédée il y a 10 ans. Nous soutenons mutuellement. Ibrahim se tourna vers la jeune femme. Fatou, sachez que votre tante a été pour moi une seconde mère. Même si je l'avais oubliée, elle a veillé sur moi quand j'étais vulnérable. Elle m'a donné de l'amour quand j'en avais le plus besoin. Ils partagèrent ce repas dans une atmosphère empreinte d'émotion et de simplicité. Ibrahim écoutait Aminata lui raconter des anecdotes de son enfance, comment il était tombé dans le puits peu profond du village et avait été sauvé par un voisin, comment il adorait imiter le chant du coq au petit matin, comment il s'endormait, toujours en serrant contre lui une petite couverture bleue. Chaque détail ravivait des fragments de mémoire, reconstituant progressivement la mosaïque de ses premières années. C'était comme si une partie de lui-même, longtemps perdue, lui était soudain restituée. « Vous souvenez-vous des contes que je vous racontais » demanda Aminata. « L'histoire du lièvre qui trompait l'hyène » répondit spontanément. Ibrahim surpris lui-même par cette résurgence de mémoire. « Je vous demandais toujours celle-là. » Le visage d'Aminata s'illumina. « Vous vous en souvenez ? Vous insistiez pour l'entendre presque chaque soir, même quand vous la connaissiez par cœur. » Ibrahim sourit, savourant cette connexion retrouvée avec son passé. Puis son expression devint plus grave. « Aminata, pourquoi avez-vous continué à travailler comme femme de ménage toutes ces années ? N'auriez-vous pas pu trouver un emploi moins pénible ?» La vieille femme haussa légèrement les épaules. « Le travail honnête n'est jamais déshonorant, Ibrahim. J'ai élevé ma nièce. J'ai pu envoyer de l'argent au village pour aider ma famille. Je n'ai pas eu besoin de tendre la main. Et puis, nettoyer un hôpital, c'est aussi une façon d'aider les malades, à ma manière. » Cette dignité simple toucha profondément Ibrahim. Lui qui avait connu l'ascension militaire, les honneurs, le pouvoir suprême, se trouvait face à une leçon d'humilité et de noblesse d'âme. « Je voudrais faire quelque chose pour vous, » dit-il, avec ferveur. « Vous ne devriez plus avoir à travailler si durement à votre âge. » Aminata le regarda avec une expression sereine. « Vous êtes venu à moi, vous m'avez reconnu, vous vous souvenez. C'est déjà le plus beau cadeau que je pouvais espérer. » Ibrahim secoua la tête, ému mais déterminé. « Non, cela ne suffit pas. J'ai une dette envers vous, maman Nina. Une dette de fils à mère. » Il réfléchit un instant, puis ajouta « Je ne veux pas vous imposer un changement de vie qui vous déstabiliserait, mais permettez-moi au moins d'améliorer votre quotidien, de vous offrir une retraite digne, des soins médicaux appropriés. Et je voudrais que vous puissiez me raconter encore ces histoires de mon enfance, que vous me parliez de ma mère, Fatimata. J'ai tant à réapprendre, tant à redécouvrir. » Aminata le considéra longuement, ses yeux emplis d'une sagesse tranquille. « Si c'est votre souhait, je l'accepte. Mais je ne veux pas de luxe, Ibrahim. Juste assez pour vivre, en paix avec Fatou, et peut-être pouvoir retourner parfois au village pour y retrouver mes racines. » Ibrahim hocha la tête, comprenant parfaitement cette modération. Il se leva et, dans un geste spontané, enlaça cette femme qui avait été sa seconde mère. Le parfum de son boubou, un mélange de beurre de karité et d'encens, éveilla en lui une cascade de souvenirs olfactifs. C'était l'odeur de son enfance, l'odeur de la sécurité et de l'amour maternel. Lorsqu'il quitta finalement la maison d'Aminata, le soleil commençait à décliner. Son chauffeur et son garde du corps, inquiets de cette longue absence, se redressèrent à son approche. « Tout va bien, monsieur le président ?» demanda l'agent de sécurité. Ibrahim regarda une dernière fois la modeste maison jaune, où Aminata et Fatou se tenaient sur le seuil pour le saluer. « Mieux que jamais », répondit-il simplement. « J'ai retrouvé une partie de moi-même aujourd'hui. » De retour au palais présidentiel, Ibrahim s'isola dans son bureau. Les appels manqués, les dossiers urgents, les messages diplomatiques, tout cela semblait soudain secondaire face à l'importance de la révélation personnelle qu'il venait de vivre. Il appela son secrétaire particulier. « Je veux créer une fondation », annonça-t-il. « Une fondation qui honorera les femmes comme Aminata Ouedraogo, celle qui élève,
soignent, soutiennent, souvent dans l'ombre et sans reconnaissance. Une excellente initiative, Monsieur le Président, approuva le secrétaire en prenant des notes. Comment souhaitez-vous nommer cette fondation? Ibrahim réfléchit un instant. Racines du cœur, répondit-il enfin. Car ce sont ces femmes qui nourrissent les racines invisibles de notre société. Cette nuit-là, Ibrahim dormit d'un sommeil profond et paisible, comme il n'en avait pas connu depuis des années. Dans ses rêves, il revit le village de son enfance, le sourire de sa mère Fatimata et les mains protectrices d'Aminata qui guidaient ses premiers pas dans la vie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les retrouvailles entre Ibrahim, Traoré et Aminata. Durant cette période, le président avait fait aménager pour elle et sa nièce Fatou une maison confortable dans un quartier résidentiel de Ouagadougou. Rien d'ostentatoire qui aurait mis mal à l'aise l'humble femme, mais une demeure digne et spacieuse, où elle pourrait vivre ses vieux jours dans la sérénité. Ibrahim avait également organisé pour Aminata une retraite anticipée de l'hôpital, avec une pension généreuse qui lui permettrait, ainsi qu'à Fatou, de ne plus jamais connaître les difficultés matérielles. La directrice des ressources humaines de l'établissement, d'abord stupéfaite par cette demande présidentielle concernant une simple femme de ménage, avait rapidement compris qu'il s'agissait d'une affaire personnelle et avait traité le dossier avec la plus grande diligence. Mais Ibrahim voulait faire plus. Ce matin-là, une voiture officielle vint chercher Aminata et Fatou à leur nouveau domicile. La vieille femme, vêtue de son plus beau boubou aux couleurs du Burkina Faso, semblait nerveuse. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle au chauffeur. « Au palais présidentiel, madame », répondit-il respectueusement. « Le président vous attend. » Fatou serra la main de sa tante. « Ne t'inquiète pas, tantine, je suis sûr que c'est une bonne surprise. » Lorsqu'elles arrivèrent au palais, Aminata fut surprise de constater que plusieurs ministres étaient présents, ainsi que des journalistes et des caméras de télévision. Ibrahim vint personnellement l'accueillir à l'entrée, lui prenant les mains avec affection. « N'ayez pas peur, maman Nina », dit-il doucement, utilisant pour la première fois en public ce surnom d'enfance. « Aujourd'hui est un jour spécial. » Il la conduisit vers la grande salle de réception, où une 50aine de personnes étaient rassemblées. Parmi elles, Aminata reconnut avec stupéfaction quelques visages familiers. Des anciens du village de Koulweogo, qu'elle n'avait pas revus depuis des années, certains de ses collègues de l'hôpital, et même le vieux marabout qui avait béni le bracelet de perles du petit Ibrahim. Lorsque tout le monde fut installé, Ibrahim Traoré prit place à un pupitre central, Aminata assise à ses côtés sur un fauteuil d'honneur. Les caméras de la télévision nationale étaient en direct retransmettant l'événement dans tout le pays. « Peuple du Burkina Faso », commença le président d'une voix claire et émue, « je vous ai convié aujourd'hui pour témoigner d'une dette personnelle et nationale. Derrière chaque dirigeant, derrière chaque homme ou femme qui sert son pays, il y a des personnes, invisibles qui ont façonné son caractère, nourri son âme et lui ont enseigné les valeurs essentielles. » Il se tourna vers Aminata, dont les yeux brillaient d'émotion. Cette femme que vous voyez à mes côtés, Aminata Ouedraogo, a été ma seconde mère. Lorsque ma mère biologique, Fatimata, est tombée malade, c'est elle qui m'a pris sous son aile, qui m'a nourri, soigné et aimé, comme son propre fils. Puis les circonstances nous ont séparés, et le destin nous a réunis de façon inattendue lors de ma récente visite à l'hôpital Yalgado. Un murmure parcourut l'assistance. L'histoire commençait déjà à émouvoir les cœurs. Pendant près de 25 ans, Aminata a travaillé comme femme de ménage dans cet hôpital, vivant modestement, avec dignité et courage. Jamais elle n'a cherché à tirer profit de notre lien passé, même lorsque je suis devenu président. C'est cette humilité, cette grandeur d'âme que je veux honorer aujourd'hui, non seulement en son nom, mais au nom de toutes ces femmes anonymes qui, à travers notre pays, élèvent, soutiennent et construisent l'avenir dans l'ombre. Ibrahim dévoila alors une plaque commémorative où était gravé le nom d'Aminata, ainsi qu'un texte célébrant son dévouement maternel et sa contribution silencieuse à la nation. Puis, il lui remit officiellement les clés de sa nouvelle maison, ainsi qu'un document attestant de la création d'une pension à vie. Mais ce n'est pas tout, poursuivit-il. En hommage à Aminata et à toutes les mères adoptives, au cœur officiel ou officieux, qui prennent soin des enfants vulnérables dans notre pays,
j'annonce aujourd'hui la création de la Fondation Racines du Cœur. Cette institution aura pour mission de soutenir les femmes qui élèvent des enfants orphelins ou en situation difficile, de leur offrir des ressources matérielles, mais aussi une reconnaissance sociale pour leur contribution fondamentale à notre société. Les applaudissements retentirent dans la salle. Le visage d'Aminata était baigné de larmes silencieuses. Ibrahim l'invita alors à prendre la parole. D'abord hésitante, intimidée par les micros et les caméras, la vieille femme finit par se lever, ajustant son foulard traditionnel avec dignité. « Je n'ai pas les mots des gens instruits », commença-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Je veux simplement dire que l'amour ne connaît pas de frontières. Quand j'ai pris soin du petit Ibrahim, je n'ai pas pensé à l'avenir. Je n'ai pas imaginé qu'il deviendrait un jour le président. J'ai simplement aimé un enfant qui avait besoin d'amour. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots, puis reprit avec plus d'assurance. « Dans nos villages, nous avons un proverbe qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Chaque femme qui prend soin d'un enfant qui n'est pas le sien participe à cette tradition ancestrale. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai simplement suivi le chemin de nos ancêtres. Puis, se tournant vers Ibrahim avec un sourire lumineux, elle ajouta « Je n'ai jamais cessé de croire que Dieu me permettrait de revoir mon fils. Aujourd'hui, mon cœur déborde de joie. Que Dieu bénisse notre président et notre pays. » Cette scène, diffusée en direct à la télévision nationale, toucha profondément la population burkinabé. En quelques heures, l'histoire d'Ibrahim et d'Aminata se répandit dans tout le pays, puis franchit les frontières, relayée par les médias internationaux. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite dans un couloir d'hôpital devenait un symbole puissant des valeurs familiales africaines, de la solidarité communautaire et de la gratitude filiale. Dans les jours qui suivirent, la Fondation Racines du Cœur reçut un nombre considérable de dons et de propositions de soutien. Des femmes de tout le pays qui élevaient des enfants qui n'étaient pas les leurs commencèrent à partager leurs histoires, créant un réseau de solidarité inattendu. Un mois après cette cérémonie, Ibrahim organisa un voyage officiel dans le village de Kulweogo. C'était la première fois qu'il y retournait depuis son enfance. Accompagné d'Aminata, il visita la modeste maison où il avait vécu avec sa mère Fatimata, puis celle où Aminata l'avait accueilli après la maladie de cette dernière. Les villageois, d'abord intimidés par la présence présidentielle, se détendirent progressivement. Ibrahim s'assit sous le grand baobab, écoutant les récits des anciens sur son enfance. Certains se souvenaient encore du petit garçon turbulent qui courait pieds nus dans la poussière rouge. Une vieille femme s'approcha timidement d'Ibrahim et lui tendit un petit objet enveloppé dans un tissu. C'était une toupie en bois, grossièrement taillée. « Tu l'avais fabriquée toi-même » expliqua-t-elle. « Tu étais si fier que tu l'as montrée à tout le village. Je l'ai gardée toutes ces années, pensant qu'un jour tu reviendrais. » Ibrahim prit la toupie dans ses mains, profondément ému par ce lien tangible avec son passé. Il la fit tourner sur la paume de sa main, retrouvant le geste de son enfance. Aminata, assise à ses côtés, observait la scène avec un bonheur tranquille. Pour la première fois depuis des décennies, elle se sentait complète, apaisée. Le cercle s'était refermé. « Vous savez, » confia-t-elle à une journaliste qui l'interrogeait, « la vie est comme un long tissu que nous tissons jour après jour. Parfois des fils se cassent, des motifs s'interrompent, mais si l'on persévère avec foi, la beauté du dessin finit par apparaître. » Le soir venu, alors que le soleil embrasait l'horizon dans un spectacle flamboyant de pourpre et d'or, Ibrahim et Aminata s'assirent sur un banc, devant la case restaurée, qui avait été leur foyer. En contrebas, les enfants du village jouèrent, leur rire montant comme une mélodie vers le ciel assombri. « Est-ce que cela vous dérange si les gens m'appellent votre fils maintenant » demanda doucement Ibrahim. Aminata sourit, ses yeux reflétant la paix et la plénitude. « Tu as toujours été mon fils, Ibrahim. Dans mon cœur, rien n'a jamais changé. » Ils restèrent ainsi, côte à côte, contemplant en silence le paysage immuable de leur terre natale, liés par un amour qui avait transcendé le temps, l'oubli et les séparations. Un président et une ancienne femme de ménage, réunis par le destin dans une histoire qui touchait désormais le cœur de toute une nation, et dans la brise légère du soir,
Il semblait que les esprits des ancêtres murmuraient leur approbation, célébrant cette victoire de l'amour sur les conventions sociales, de la mémoire sur l'oubli, de la gratitude sur l'indifférence. L'histoire d'Ibrahim et d'Aminata deviendrait bientôt une légende moderne du Burkina Faso, enseignée dans les écoles comme un exemple de la beauté des liens humains qui transcendent les barrières sociales et du pouvoir transformateur de la reconnaissance. Car, comme le disait souvent Aminata désormais, avec la sagesse simple qui était la sienne, ce n'est pas le pouvoir qui fait la grandeur d'un homme, mais sa capacité à reconnaître ceux qui l'ont aidé à se tenir debout.